Et ça, c'est OK, je peux faire aussi. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire pour cette nouvelle semaine de confinement. Donc, nouveau webinaire aujourd'hui qui sera animé par l'excellent Arnaud Huald. Bonjour Arnaud. Bonjour Gilles, merci beaucoup. De rien, je le pense sincèrement. Donc Arnaud va nous aider à éclairer nos visions. Notre vision en période de crise, c'est notre cerveau qui des fois nous joue des tours. Donc Arnaud va nous expliquer tout ça, comment dégonfler notamment nos inquiétudes, en tout cas comment mieux y faire face. Donc sans plus attendre Arnaud, c'est à toi d'animer ce webinaire. Bonne OK, séance à super. tous. Merci beaucoup Gilles. Et merci encore au Technopole de La Rochelle pour sa confiance. Voilà, c'est super. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, le thème aujourd'hui, c'est d'éclairer sa vision effectivement en période de crise. Alors l'idée va être le temps d'une heure, hein, et dans un format effectivement que maintenant vous connaissez bien et qui est un peu particulier, on n'a pas le plaisir d'être dans la même pièce. En fait, l'idée, je vais m'efforcer de vous donner en fait des repères, de vous donner quelques clés de compréhension un petit peu de ce qui se passe finalement en nous d'une manière générale, de toute façon. Et puis peut-être plus particulièrement quand on est en phase de crise comme maintenant, avec un contexte qui est, pour le moins, au moins, qui nous met tous d'accord sur le fait qu'il est parfaitement nouveau et inédit pour tout le monde. Voilà. Voilà pour commencer. Voilà. Alors, moi j'aime bien, enfin vous allez voir un peu dans la présentation, j'aime bien utiliser les visuels parce que je trouve que parfois, en fait, une accroche visuelle est plus intéressante qu'un long message et un long discours. Donc j'essaierai de ne pas être trop bavard. N'hésitez pas à klaxonner par le chat si jamais vraiment je parle trop vite et si ça ne devient pas clair du tout. Mais en tout cas, voilà. Et donc, je ne suis pas opticien, mais par contre, je vais m'évertuer pendant l'heure qui vient de vous faire un peu changer de regard, en tout cas, et d'essayer d'enrichir et de vous permettre d'enrichir votre regard sur cette situation que nous vivons aujourd'hui. Alors, très rapidement, pour me présenter, alors, de toute façon, vous aurez le support si vous ne l'avez pas déjà eu, donc à la limite, vous pouvez retrouver ces informations-là sur mon parcours. Moi, je suis sociologue de formation à l'origine et formation RH en gestion des talents. J'ai créé ma structure qui s'appelle l'Atelier du Changement en 2016 à La Rochelle. Je suis à Rochelet depuis une dizaine d'années. Et finalement, mon fil rouge, c'est de faciliter, ce que j'aime faire vraiment dans la vie, c'est de faciliter les prises de conscience qui vont permettre, d'ailleurs j'ai fait une faute d'orthographe, là je vois ça, qui permettent de choisir en fait son métier, sa vie et sa vie et sa vision, j'allais dire aussi, mais finalement de prendre conscience, pour moi ça c'est fondamental, de nos talents spécifiques à chacun et de pouvoir mobiliser les moyens pour les mettre en œuvre. Voilà. Donc c'est un peu un package complet depuis le déclenchement, la prise de conscience et la mise en œuvre de ces talents pour être chacun à son poste d'amarrage, je dirais, le plus évident et le plus efficace. Donc dans mes activités, ce que je fais des ateliers, notamment en contexte d'incubateurs, ici et ailleurs en France, pour aider notamment les startups à constituer des équipes dirigeantes, équipes que je peux suivre éventuellement derrière ensuite. Je brasse un peu large au niveau des outils et quand je prends l'image en fait de ce que je fais, vous n'allez pas chez votre garagiste en vous disant je vais le voir parce qu'il a une belle clé de 12 ou une clé à molette super bien. Vous attendez surtout à ce qu'il vous donne voilà, ce que vous attendez. Et donc moi je vais chercher dans des boîtes à outils différentes, donc dans la créativité, dans des techniques issues des neurosciences, issues de la psychologie positive, issues du coaching auquel je suis formé également. Voilà. Donc je brasse tout ça allègrement, surtout toujours pour servir mes clients et leur apporter la prestation la plus sur mesure et la plus adaptée. Donc je fais également des ateliers pour développer le business model des entreprises que j'accompagne, du coaching de talent. Je suis formateur également en management et en communication. Je donne par moments des conférences et puis je fais régulièrement des ateliers de découverte sur des thèmes que j'aime bien, comme la PNL. Voilà, mais je ne vais pas m'apesantir plus que ça. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le slide dans vos documents. Ce qui m'intéresse là maintenant, c'est de vous demander, et que vous preniez juste 30 secondes pour répondre à cette question, avant qu'on aille plus loin. Quelle est votre météo là, à maintenant
au moment où l'on parle. Comment vous vous sentez? Alors moi, de manière classique, j'aime bien utiliser une échelle de 0 à 10. 0, je me sens, compte tenu du contexte du confinement, avec tout ce que ça implique, je me sens super mal, donc ma météo serait plutôt à 0. Ou au contraire, je me sens super, super bien et je serais plutôt à 10. Voilà. Donc à la limite, si vous voulez, vous pouvez par le chat me donner un petit peu un aperçu de ce que ça donne pour vous. Donc je vois un 9, un 4 pour Gilles, d'accord. Ok, Michel 8, Damien 6. Ok, très bien. 7. Isabelle 8. Alors, ok, 9. Ok, on a des choses qui peuvent être effectivement un petit peu plus détaillées aussi, des 3 avec des nuages noirs et des éclaircies, super. Euh, Très bien, un 4, un 6. Ok, bon, très bien, on va pas passer plus de temps là-dessus, mais en tout cas, merci. En tout cas, c'est intéressant vraiment, et moi je vous invite à le faire de manière un peu automatique, de vraiment vous poser cette question-là. Peut-être même, moi je le fais un peu de. Alors moi, je ne vous ai pas donné ma météo, je dois être à 9 sur 10, moi, entre 9 sur 10 et 10 sur 10, parce que forcément, là, je suis assez content en fait, d'être là, de partager ce moment avec vous. Et donc voilà, je suis plutôt en énergie haute et plutôt haut dans le baromètre. Bien, donc c'est important effectivement de se poser cette question quand on débute pour savoir un peu voilà, comment on se ressent déjà. Parce qu'en fait, derrière, ça va conditionner énormément de choses dans notre appréhension du monde qui nous entoure. Voilà. Donc sans plus attendre, bah, ce que je vous propose, c'est de regarder, qu'on puisse soulever, entre guillemets, un petit peu le capot et regarder ce qui se passe en dessous. Voilà, donc ce que je vous propose là, c'est en fait en gros de suivre deux pistes principales, hein, parce qu'en une heure, on ne peut pas aller tellement plus loin, et je ne me prétends pas du tout spécialiste du sujet, c'est juste que je suis, ouais, si vous faites de ces questions-là, je les pratique sous différentes formes. Je voudrais qu'on regarde du côté un peu des neurosciences, ce que nous appellent un peu les neurosciences par rapport au fonctionnement du cerveau, ce que ça implique pour nous en termes de capacité à, à regarder le monde avec des lunettes intéressantes, et puis de regarder aussi avec, dans un deuxième temps, avec un outil que j'aime beaucoup, qui est la PNL, la programmation neuro-linguistique, pour ceux qui connaissent, à laquelle je me suis formé il y a des années. Et alors, elle a été assez contestée à une époque parce que certains l'utilisent pour manipuler. Moi, pour ma part, je l'utilise comme un outil plutôt vraiment, j'allais dire, thérapeutique, mais qui est vraiment très, très enrichissant si on veut bien, effectivement, avoir bah, une éthique un peu derrière pour ne pas faire n'importe quoi avec. En tout cas, ça enrichit, ça apporte des éclairages intéressants. En tout cas, intéressant, je l'espère pour vous. Donc déjà, pour commencer, bah, je repars un petit peu de cette courbe bah, qu'on a évoquée l'autre jour, je crois, dans d'autres webinars. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Vous avez déjà vu probablement cette courbe qui est la courbe du deuil, hein, donc qui est classique, qui s'applique à votre vie, bah, au contexte économique, à votre travail, que sais-je. Voilà, donc on a une phase de choc qui va provoquer dans un premier temps du déni, on ne veut pas voir les choses en face. Après, d'ailleurs, on est très en colère. Après, on rentre dans une phase de peur, etc., etc. Et donc, en fait, le message est juste la chose à retenir par rapport à ça. Euh, c'est que tout ça est pour moi éminemment émotionnel au final. Quand on parle de déni, de colère, de peur, de tristesse, d'acceptation, pardon, tout ça, on est quand même assez sur le registre émotionnel. Donc ça, c'est pas neutre dans notre appréhension du monde. Ok. Alors ceci étant posé, on va faire un petit focus, si vous voulez bien, sur du côté du cerveau. Parce que c'est toujours effectivement intéressant. J'avais mis une image un peu du garagiste qui soulève le capot et pour regarder. Et moi, ce qui m'impressionne au fur et à mesure que j'avance en âge et au fur et à mesure des formations que je peux suivre, que je peux moi suivre et puis que je peux partager ensuite, c'est à quel point finalement sur beaucoup beaucoup de choses, on n'a pas la notice finalement. Donc on est des chouettes machines, mais juste on n'a souvent pas la notice. Donc c'est quand même pour moi un petit souci. Donc on va essayer de corriger ça autant que faire se peut dans le temps qui nous est imparti. Donc notre cerveau, en fait, il est composé globalement de trois parties. Vous voyez en bleu, en fait, le reptilien, le cerveau reptilien, qui est le plus ancien chez nous, qui est le cerveau également appelé archaïque. Parce qu'en fait, il est la résurgence, en fait, et la réminiscence de l'époque où on n'était pas encore des hominidés, vraiment. Donc,
il est extrêmement basique. Et lui, comme c'est indiqué sur ce schéma-là, son objectif pur et simple, c'est uniquement la survie. Mais bien que très 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 ancien, il est toujours présent en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il est toujours agissant. Et globalement, ça va vous dire quelque chose. Il n'a que trois comportements, il ne provoque que trois comportements qui sont stéréotypés, le reptilien. C'est soit la fuite, ce qui est sa première solution, le premier comportement qui génère. Le deuxième comportement qui génère, c'est le combat. Et le troisième comportement possible qui est généré par le reptilien, c'est la prostration, c'est-à-dire faire le mort, en gros. Typiquement, c'est ces animaux que vous pouvez voir, je sais pas, dans des reportages animaliers qui, parce qu'il y a un gros prédateur à côté, ils fonctionnent un peu comme ça, ils se mettent à faire le mort et ils ne bougent plus. C'est ce qui peut arriver chez les hommes aussi dans des situations assez particulières. Bref. Donc lui, il faut savoir qu'il est toujours un peu là en tâche de fond et qui va venir donc mettre assez directement son grain de sel parce que c'est un peu l'ancêtre dans notre cerveau. Après ce cerveau-là, on en a un autre qui s'appelle le cerveau limbique, qui lui est globalement le cerveau des émotions. Pardon. Le cerveau des émotions, on dit souvent, en fait, pour schématiser les choses, que c'est le cerveau, on va dire, d'un enfant qui aurait 8 ans environ, c'est-à-dire qu'il va être que dans la réaction, que dans le vécu de ses émotions et sans raisonnement structuré en tant que tel, c'est-à-dire c'est très action-réaction. S'il est content, pas content, colère, pas colère, etc. Voilà. Donc ça, le cerveau limbique, il est aussi extrêmement important parce que finalement, et de plus en plus de travaux le montrent maintenant, on est totalement agi en permanence par nos émotions. Et notre appréhension, notre capacité à réfléchir est totalement impactée par notre dimension émotionnelle. On va avoir l'occasion d'y revenir. Le troisième cerveau, qui est le plus récent, de très très loin, parce que je crois qu'il a quelques millions d'années seulement celui-là, dans notre évolution, ce qui est presque rien à l'échelle du temps, c'est le néocortex. Donc lui, on va dire que c'est le cerveau le plus spécifique chez nous, êtres humains. C'est lui qui nous permet d'avoir des raisonnements assez structurés et un peu construits, quoi. Voilà, de pouvoir mémoriser des choses, voilà, extrapoler, aller chercher des informations. En gros, tout ce qui fait qu'on a réussi à créer des magnifiques machines autour de nous, dans notre environnement d'hommes modernes, ou des choses parfois moins heureuses, mais en tout cas, ça a nécessité d'avoir une capacité cérébrale importante. Ce néocortex, en fait, juste pour préciser, il est en fait divisé classiquement en deux parties, en deux hémisphères, pardon, le gauche et le droit. Schématiquement, le gauche va être celui, en gros, un peu de la structuration, du raisonnement très organisé, alors que le cerveau droit, lui, le préfrontal droit, pardon, sera plutôt celui de la créativité, de l'imagination, de l'extrapolation, également la sphère du langage, de l'écrit. Et donc, ils vont se combiner en permanence et interagir en permanence, mais globalement, notre machine, à la base, si on soulève le capot, entre guillemets, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, tous ces travaux, on sait qu'ils sont en perpétuelle évolution, et donc on ne va pas s'appesantir plus que ça sur cette vision un peu limitative des choses, puisque tous les mois, il y a de nouveaux travaux qui sortent et qui remettent en cause, qui complètent et agrémente un petit peu cette vision effectivement de notre cerveau, notamment le rôle de la matière blanche entre les deux hémisphères, dont on pensait qu'elle était juste une partie qui faisait que transmettre des informations comme du câblage électrique, et en réalité c'est une partie qui est pensante également, ce qu'on ne savait pas jusqu'à il y a peu. Bref, là où je veux en arriver là-dessus, et ce qui va vous intéresser un peu plus, c'est de comprendre qu'aussi, derrière tout ça, et des travaux récents qui ont une vingtaine d'années environ, je pense, ont montré qu'en fait notre cerveau, il avait, de manière là encore un peu caricaturale, il avait globalement deux fonctionnements. Deux fonctionnements qui sont entre guillemets un peu concurrents, mais également qui sont tout à fait complémentaires. On a un mode par défaut, qui est le mode mental automatique, donc schématiquement, moi j'appelle MMA, rien à voir avec l'assurance. Et puis on a le mode manuel préfrontal. Voilà. Donc ça, c'est, en gros, je vais vous expliquer ça juste après. On a deux stratégies, on a vraiment, comprenez bien qu'on a deux visions très différentes du monde. Voilà. Et aujourd'hui, en temps de crise, si on recontextualise un petit peu,
bah, ça a des impacts. Et ça a des impacts qu'on ne comprend pas toujours bien, mais en tout cas, quand effectivement arrive une crise comme la nôtre, ou je ne sais pas si on pense au choc financier de 2008 ou autre, quand un gros pépin tombe au niveau collectif comme ça, voilà, on va avoir tendance plutôt à aller mobiliser le mode mental automatique. Alors, qu'est-ce qu'il a pour particularité? Bah, vous pouvez le lire comme moi, en fait, sur l'écran. C'est vraiment le mode, bah, comme son nom l'indique, il est automatique. Donc, il est fait pour reproduire au maximum les choses, c'est-à-dire être vraiment dans la routine. Il a, comme on dit, une néophobie, c'est-à-dire qu'en fait, il a horreur de la nouveauté. Lui, il faut que ce soit toujours pareil, que les mêmes causes produisent les mêmes effets tout le temps. Voilà. Il a également une sorte de rigidité, en fait, par construction, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit toujours pareil. Voilà. Donc ça peut peut-être vous évoquer peut-être des gens, des visages, ou peut-être même chez vous, des situations dans lesquelles vous vous sentez un peu, voilà, un peu bloqué et tenu dans votre vision du monde et votre fonctionnement un peu caricatural. C'est également de ce côté-là du mode mental automatique, une vision du monde qui est très binaire, qui est vraiment c'est noir ou blanc. Voilà, il faut choisir, quoi. C'est les bons, les méchants. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant, robuste et parfois, pour le coup, vous vous en doutez, un peu envahissant et voire même dangereux. C'est également en fait le mode mental automatique, le mode dans lequel on va être dans l'empirisme. On va aller tester les choses, on va plutôt chercher à toutes ces situations, on va plutôt chercher à obtenir des résultats. À vraiment, je ne sais pas, j'ai quelque chose qui se casse dans ma maison, je vais être focalisé sur le fait de retrouver la bonne vis pour pouvoir la remettre exactement au bon endroit, de la bonne façon, parce que sans quoi je ne pourrais pas réparer mon objet. Voilà. Bon. Donc ça, c'est très... Je vais tester, je vais faire comme ça. Et sa dernière caractéristique à ce mode mental automatique, c'est en fait une importance assez forte donnée à l'image sociale. Donc là, vous voyez aussi qu'on va être du côté du groupe, on va être du côté de mais qu'est-ce que pensent les autres? Est-ce que j'ai le droit d'avoir une pensée qui est divergente? Est-ce que j'ai le droit de m'affirmer un peu différemment des autres, de donner mon opinion? Pas toujours évident. Voilà. En tout cas, c'est un peu avec un peu de rapidité le mode mental automatique qui est globalement le mode un peu économie d'énergie. Alors il a également ses vertus, c'est-à-dire que c'est typiquement celui qui se met en marche quand vous êtes dans votre voiture, vous êtes arrêté au feu rouge et c'était rouge, ça passe au vert. Vous n'avez pas besoin de réfléchir 12 ans avant de savoir que si ça se passe au vert, il faut accélérer, il faut repartir. Et vous pouvez. Ça, c'est le mode mental automatique. Très bien. À côté de ça, il y a un mode qui est aujourd'hui moins connu, on va dire, mais pourtant qui est très 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 intéressant. Vous vous en doutez, c'est le mode manuel. Lui, alors, à contrario, il est plus en fait, ses caractéristiques, c'est comme vous pouvez le voir, la curiosité sensorielle, c'est-à-dire d'avoir une appétence, un vrai goût pour l'ouverture des choses, pour la différence, pour aller chercher des idées un peu différenciées, etc. C'est ce fonctionnement-là cérébral, lui, il est plus dans la nuanciation. Il va chercher à percevoir le détail. Autant l'autre était plus global, massif. Là, on est plus dans le détail. Et c'est également ce mode manuel, il est fait de nuanciation, c'est-à-dire que il va être, voilà, il va avoir le sens de la relativité, de la prise de recul, de la réflexion logique, c'est-à-dire de rendre les choses relativement construites. Donc là, ça fait penser au préfrontal droit dont je parlais tout à l'heure. Et c'est également aussi une de ses caractéristiques, bah, c'est de pouvoir élaborer et éventuellement faire valoir en fait une opinion personnelle. C'est-à-dire là, on peut parler psychologiquement d'individualisation, vraiment. Voilà. Et donc, ce mode manuel, bien sûr, il ne fonctionne pas tout seul, il ne fait pas sa vie tout seul. En fait, il est à la fois lui-même tel que je le présente là, mais il englobe, en fait, en réalité, aussi le mode mental automatique. Le mode mental automatique qui est un peu asservi quelque part au mode manuel. Sauf qu'en fait, et c'est à ça que je veux en arriver dans notre contexte avec notre sujet qui est d'éclairer un peu notre vision en période de crise, c'est qu'en fait, ce mode manuel, en réalité, bah, comme son nom l'indique, il est manuel. C'est-à-dire que souvent, en fait, on n'a pas les clés, on n'a pas l'habitude, on n'a pas forcément le réflexe de l'enclencher. Et particulièrement en période de crise, c'est exactement celui qu'il faut engager dans un certain nombre de cas. Quand on se retrouve avec, comme aujourd'hui, une sorte de page blanche,
qui n'est pas forcément synonyme d'inquiétude ou de problème en tant que tel, ça nous invite et ça va nous obliger, nous demander, et ça vous le faites déjà aujourd'hui bien évidemment depuis que le confinement a commencé, d'aller chercher un peu plus de nuances, de forger votre opinion, de savoir quels impacts effectivement ça va avoir sur vos activités, sur vos vies personnelles et professionnelles, comment ça va se traduire tout ça. Donc on a besoin effectivement d'enclencher ça. Sauf que c'est effectivement pas un mode qui est très naturel. Voilà. Mais c'est comme tout, en fait, ça s'apprend. Ça fait effectivement partie des choses que je transmets moi, dans mes formations, mes accompagnements. Et donc voilà, ça se développe. Et c'est comme le vélo, c'était comme le sport. Plus vous vous entraînez, plus vous le faites, plus ça devient complètement automatique. Et même, je peux me dire carrément jouissif à force, puisqu'en fait, on finit par arriver à prendre beaucoup de distance sans perdre contact avec le sol, hein, pas du tout, mais en tout cas d'être capable vraiment d'extrapoler par rapport à une situation qu'on aurait pu regarder comme étant troublante et compliquée à vivre. Voilà. Alors très rapidement, parce que le temps file et je suis très bavard, est-ce que ça va jusqu'à présent? Vous pouvez me dire en 2 secondes par le chat si vous vous y retrouvez, si c'est clair, si le rythme n'est pas trop rapide. J'attends 2 secondes pour voir un peu, c'est OK. J'en profite pour voir. Non. Très bien. Ok, super. Bon, ça va. Donc, visiblement, voilà, je vous ai pas perdu. Donc, c'est l'essentiel. Super. Bien. Alors, en fait, on regarde ce fonctionnement un peu, hein, que je vous ai encore une fois un peu caricatural, hein, parce qu'il faut aller vite sur le cerveau. Tout ça, en fait, est une affaire de chimie, finalement, quand je prends l'image de la machine, voilà, la chimie du cerveau, c'est un vrai truc très important et que là aussi, comme tout le reste du cerveau, qu'on est seulement en train de découvrir, d'approfondir toutes les semaines ou tous les mois. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant de comprendre, c'est exactement quelles sont les hormones on va pouvoir un petit peu sélectionner en fonction des cerveaux, de ces 3 cerveaux qui s'activent, et des parties même du cerveau qui s'activent. Qu'est-ce qu'on va aller générer et sécréter comme hormones, ou à l'inverse, quelles hormones vont sécréter et stimuler plutôt telle et telle partie du cerveau, donc avec des résultats différents. Et là, ben, vous l'avez sous les yeux, hein, donc j'ai remis un petit peu de manière un peu synthétique, j'ai une slide derrière qui est un peu plus, on va dire, littéraire et qui détaille un peu plus les hormones. Mais en tout cas, voilà, globalement, on peut retenir que s'il y avait un casting à faire avec 4 hormones vers lesquelles qu'on a vraiment intérêt à privilégier, particulièrement dans cette période qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'endorphine. C'est typiquement tout ce qui est socialisation, de rire, voilà, de pratiquer des activités de loisirs, de bouger son corps. En gros, voilà, c'est toute la dimension plaisir de la vie et qui, plus vous pratiquez ça et plus en fait vous sécrétez dans votre cerveau enfin, l'endorphine qui va avoir tendance à calmer, à apaiser, à vraiment voilà, vous racontez une histoire entre guillemets qui est plutôt sympathique à vivre et à suivre. Voilà. La dopamine, elle est aussi très liée à l'activité physique. Elle est liée aussi au sommeil. Là-dessus, il y a beaucoup de travaux également. Donc, c'est très important de pouvoir respecter, autant que faire se peut, des rythmes de sommeil qui sont assez importants et de trouver son bon niveau de repos. C'est aussi la dopamine, elle est aussi favorisée par tout ce qui est célébration. Vous savez, les anglo-saxons, contrairement à nous, ils célèbrent facilement les choses, ils s'applaudissent. Voilà, ce qui nous paraît souvent un petit peu bizarre, mais en réalité, c'est ça qu'ils activent vraiment. Et donc, c'est là qu'ils renforcent en fait un vécu commun, positif, et puis individuellement pour chacun, un truc qui est vraiment source de plaisir. En fait. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, la sérotonine, bon voilà, ça c'est très fort. Et pour ceux qui, peut-être qu'il y en a parmi vous qui pratiquent la méditation, ce que je vous encourage très largement à faire, surtout en ce moment, c'est en fait la sérotonine. Donc là, c'est tout ce qui va être en rapport avec méditation, pratique de la gratitude, la connexion à la nature, à d'autres choses comme ça. Et puis, comme je suis formé aussi, il y a des techniques aussi qui sont issues de la psychologie positive. Je reviendrai peut-être dessus à la fin si ça vous intéresse. C'est-à-dire de se remémorer les bons moments, les bonnes choses dans nos expériences, typiquement à la fin de chaque journée, de pouvoir,
focaliser, prendre un temps de focalisation sur des choses positives, des choses qu'on a réussies et qui nous renvoient un feedback positif sur nous-mêmes. Voilà. L'ocytocine fonctionne de manière assez jointe à celle-là, effectivement, donc la méditation, c'est des câlins, hein. Donc aujourd'hui, on est dans une situation particulière parce qu'en fait, bon, c'est pas qu'on ait l'habitude de prendre tout le monde dans nos bras dans la rue tout le temps, mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir probablement des hug sessions assez massives, à mon avis, dans la rue, quand les choses vont se calmer un peu, parce que ça serait rigolo. Mais voilà, en tout cas, côté ocytocine, on peut être éventuellement en ce moment un petit peu en déficit là-dessus. Donc voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que celles-là, elles vont favoriser effectivement tout ce qui est mode manuel, en fait, en réalité. Voilà. Donc ça va vraiment nous aider dans les privés de câlins, comme dit Isabelle, effectivement. Bah ouais. Et ça, c'est dur. Donc là, j'ai perdu une slide en cours de route, mais en gros, ce que je voulais dire juste pour revenir juste avant, il y a, quand on est sous stress, en fait, deux hormones qui sont produites massivement et dont il faut que je vous parle. Parce que autant celles-là, ces quatre-là sont vertueuses et c'est sympa et important même de les cultiver, autant les deux autres, vous en connaissez facilement une, l'autre peut-être un peu moins, mais elles peuvent être à terme en fait assez dévastatrices. La première, c'est l'adrénaline, donc c'est ce qui vous permet vous avez un accident de voiture ou n'importe quoi qui vous tombe sur le coin du nez que vous n'aviez pas prévu, c'est ce qui va vous permettre de réagir extrêmement rapidement. Je racontais l'autre jour que sous adrénaline, il y a des tests qui ont été faits là-dessus, vous avez des gens qui sont capables quand même à sauter, je crois, plus de 3 mètres en fait, des gens qui ne sont pas sportifs, mais sous le coup de cette espèce de décharge d'adrénaline, toutes les fonctions en fait, de survie sont, et là le reptilien en prend plein sa dose, tout est boosté en fait là-dessus. Voilà. Donc c'est énormément d'énergie, très focalisée sur la fuite, sur la défense. Mais la contrepartie, c'est qu'en fait, c'est extrêmement coûteux en énergie et que la compensation du corps, la décompensation est très 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 importante derrière. On a le même phénomène avec le cortisol, qui est une hormone qui fonctionne un petit peu pareil, en assemblage avec l'adrénaline, et qui est aussi une hormone de survie. Donc c'est très bien, sauf que c'est un défaut principal, enfin c'est un défaut, une qualité, un défaut, c'est que ça envoie tout le sang en fait de la partie centrale de notre être, donc du cerveau, du tronc, vers les membres supérieurs, inférieurs, pour se battre, fuir. Voilà, donc c'est très bien, sauf que ça vide le cerveau de l'oxygénation dont on a besoin pour avoir un raisonnement construit, prendre du recul, etc. Donc super, on sauve sa peau, sauf que si on reste trop longtemps dans ces situations-là, de stress, eh bien, on continue à être un peu dévoré et entre guillemets cramé par le cortisol et par l'adrénaline. Donc à terme, on a une oxydation très très importante. Il y a aussi des travaux importants là-dessus, sur même au niveau des chromosomes. Enfin, il y a une vraie altération qui maintenant commence à être mesurable au niveau des cellules si on reste dans un stress très très important. Et puis derrière, on peut finir assez rapidement. Le plus classique, c'est le burn-out. Vous pouvez avoir aussi développé des cancers, vous pouvez développer des pathologies diverses et variées. Enfin, moi, je ne vais pas faire la liste, mais enfin, vous voyez bien de quoi je parle. Donc, ça veut dire que définitivement, si ça peut rendre service à un moment donné, il faut surtout, il est urgent de se souvenir que ce n'est pas le mode de fonctionnement par défaut que nous avons. Voilà, bien loin de là, et qu'il faut plutôt privilégier celui-ci. Voilà. Donc, pour caricaturer et retenir un peu encore une fois simplement, pour moi, en fait, notre cerveau, c'est souvent en fait un gros menteur, quoi. Et donc, il nous raconte un peu souvent, moi, j'appelle ça raconter des carottes, quoi. Je le compare aussi souvent à un ordinateur buggé. Je suis formé à d'autres techniques aussi d'accompagnement comme l'hypnose, par exemple, où on utilise clairement ces failles, entre guillemets, ce que j'appelle des failles de sécurité, comme sur un ordinateur, où on peut en fait s'insérer dans un cas qui n'était pas prévu par une partie de notre cerveau. Et le cerveau ne sait plus quoi faire et donc se livre et s'en remet à ce qu'on veut bien lui suggérer. Voilà. Ce qui peut être aussi intéressant et curatif dans un certain nombre de cas, bien évidemment. Voilà, donc ça a effectivement des spécificités. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager au niveau du cerveau. Alors avant d'aborder la suite, si je vous pose en fait cette question et que je vous dis, dis donc que je viens de voir un Touareg, qu'est-ce que ça vous évoque en fait? À quoi vous pensez? Alors là c'est pareil, je veux bien que vous utilisiez le chat aussi, ça serait sympa.
Ouais. Réchauffement climatique, d'accord. Ouais, un homme du désert, d'accord. Une voiture de Volkswagen, d'accord. Au désert, ok. Ok, super. Bon, ben voilà. En fait, c'est un peu à ça que je voulais en arriver, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, un Touareg, ça peut être ça. Mais pour d'autres, effectivement, et donc là, c'est apparu, ça peut être aussi ça. Voilà. Voyage, liberté, ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, on a un pouvoir d'évocation. Et en fait, ce à quoi je vais en arriver, en parlant un petit peu rapidement de PNL, c'est que finalement, euh, moi, ce que m'a appris la PNL, et sans devenir un grand PNListe, vous n'avez pas forcément besoin, c'est que finalement, on vit tous, en fait, on est tous plongés dans notre vision du monde tout le temps. Et il y a une phrase qui dit que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire qu'on a une représentation du monde, et moi, si par exemple on me dit c'est quoi une belle voiture, j'aurais probablement pas la belle définition de la belle voiture que peut-être quelqu'un d'autre parmi vous. Et voilà, donc il y a toujours en permanence une grande part de subjectivité, voilà, et qui est intéressante à comprendre parce qu'en fait, elle est, en période de crise, encore une fois, elle est complètement agissante, elle est complètement, elle nous impacte tout le temps. Donc, elle nous impacte tout le temps dans notre vie quotidienne. Donc, vous voyez bien en communication, moi, par exemple, si vous me dites, bah, va chercher du pain, ok, d'accord, je vais aller chercher du pain, je vais aller à la boulangerie, mais peut-être que je ne vais pas vous rapporter le pain que vous voulez, vous, que vous aimez, vous. Peut-être que vous attendez une baguette bien croustillante de pain blanc avec une belle mie bien aérée, voilà. Sauf que moi, ce que j'adore, c'est le pain de campagne, en fait. Et donc, je risque de revenir avec une miche de pain de campagne sous le bras. Et peut-être que vous serez très, très déçus. Donc, en fait, en permanence, nous sommes en fait agis par nos représentations du monde. Et ça interagit énormément avec tout ce qu'on voit. Et particulièrement, et c'est à ça que je veux en venir là, pour notre sujet, d'éclairer notre vision en période de crise, euh, c'est que de manière inconsciente, en fait, en réalité, si on passe pas un temps à chaque fois à mettre un coup de projecteur sur quelle est ma définition, ma vision des choses, je risque de passer à côté des choses, de choses vraiment fondamentales. Et dans mon rapport au monde, donc, est-ce que mon business avec le Covid-19 se casse complètement la figure et c'est la fin du monde, ou est-ce qu'au contraire, c'est une super opportunité? Ça, c'est ma vision du monde. C'est la façon dont je vais être en relation avec ces éléments-là qui va interagir pleinement. Voilà. Et donc ça, c'est mon rapport à moi-même, mais c'est aussi dans mon rapport aux autres. Si derrière, ben voilà, je ne suis pas capable de partager valablement ce que c'est qu'un pain, un bon pain pour moi, et là, on ne parle que de pain, donc c'est pas très très grave, c'est pas très impliquant, ça peut devenir un vrai problème. Donc ça, c'est effectivement important. Et donc, en fait, ce qui joue complètement en fait, sur notre appréhension de la réalité, et notamment en situation de crise, j'y insiste bien, c'est vraiment ces différents filtres et notamment ce qu'on appelle en PNL les états internes, c'est-à-dire comment je me sens, pour caricaturer. Voilà. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en confiance? C'est ce que je vous ai demandé de faire tout à l'heure. Quand je vous ai demandé votre météo interne, bah, c'est ça dont on parle. Au fond, est-ce que je me sens super bien? Est-ce que je me sens dans un état qui est idéal pour ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, par exemple? Je démarre une réunion, je vais démarrer une visioconférence, un webinar comme ça. Comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Dans quel état de confiance, de sérénité, d'amusement, que sais-je, vous voyez, tout ça. Donc tout ça, c'est très agissant, donc c'est important d'éclairer ça en vous. Mais c'est également, ce qui interagit beaucoup, c'est notre système de croyance. Et où là, c'est beaucoup plus, comment dire, j'allais dire pernicieux. Parce que finalement, un système de croyance, on en a tous forcément. On ne peut pas ne pas en avoir, c'est impossible. Mais là aussi, il est important de l'éclairer, de le connaître et de le partager, en tout cas de le faire valoir quelque part dans nos échanges avec le monde. Euh, pour vous partager peut-être quelque chose comme ça, je crois que alors il y a une part, maintenant on sait qu'il y a une part qui est au moins 50%. Entre l'inné et l'acquis, il y a au moins 50% de cette capacité à développer une croyance positive. Il y a au moins 50% en fait, de cette capacité-là qui est conditionnée par le contexte dans lequel on a grandi. Voilà, on est issu de ça.
Pour ma part, je suis le fils d'un homme qui est extrêmement résilient, qui a traversé des choses très compliquées à un certain moment dans sa vie, voilà, qui n'est pas un héros plus que ça, mais qui en tout cas m'a appris moi quelque chose, et j'ai eu la chance de recevoir ça en cadeau quelque part, c'est que ce n'est jamais grave et qu'en fait on peut toujours trouver une solution. Et chaque semaine ou chaque jour qui passe, je suis toujours frappé de constater qu'on n'est pas égaux tous là-dessus, mais qu'en réalité, c'est vraiment notre système de croyance, inné ou acquis, peu importe, qui va vraiment conditionner notre façon d'être au monde, et particulièrement en période de crise. Pour la blague et en préparant ces slides-là, moi je m'amuse, je dois vous partager ça, mais puisqu'on est dans un mode comme ça distanciel, j'ai commencé dans une vie passée, où j'étais plus en région parisienne et je travaillais un peu plus à l'international. Je faisais des projets, entre autres à l'international, avec l'Asie ou autre, ou l'Amérique du Nord. Et donc, je n'allais pas me déplacer tout le temps. Et donc, je travaillais régulièrement par Skype ou l'équivalent, enfin GoToMeeting ou autre. Et c'était juste classique, c'était mon quotidien de boulot en 2008. Bon, voilà, c'était comme ça. Et puis après, je suis devenu, en fait, j'ai repris un peu mon indépendance. Et en fait, le seul pays depuis toutes ces années où je n'arrive pas à travailler à distance facilement, c'est la France. Parce qu'en termes de croyances, on a été en permanence forgé dans l'idée que de toute façon, travailler à distance, ça n'est pas possible, ça ne marche pas, que les gens ne sont pas sérieux, qu'ils vont aller se promener en fait en faisant croire qu'ils sont au boulot et compagnie. Ce qui en fait n'est absolument pas prouvé, c'est souvent même plutôt l'inverse en fait statistiquement, qui se prouvait pour l'avoir vécu moi-même. J'ai toujours beaucoup plus travaillé en étant à distance qu'en étant chez mes clients. Donc voilà, donc le système de croyance, ça évolue aussi. Et c'est que cette crise du Covid-19, en fait, vient bouleverser ça. Et moi, je me réjouis de ça. Je me dis, mais c'est magnifique. Avec mon système de croyance, je me dis qu'au fond, la vie m'amène sur un plateau, la conviction et ma pratique que j'ai depuis 12 ans maintenant, qu'en fait, ça fonctionne très très bien et qui va probablement peut-être devenir une sorte de normalité. Donc le système de croyance va changer. Chouette, opportunité. Donc voilà, donc, et pour clore un peu là-dessus, puisqu'on est déjà assez avancé dans le timing, moi je vous propose cette phrase-là que j'aime bien parce qu'elle résume assez bien les choses. C'est qu'en réalité, on ne voit que ce qu'on croit. On dit souvent, la phrase courante, c'est de dire je ne crois que ce que je vois. Mais en réalité, de ce point de vue-là, en fait, pour moi, on ne voit que ce qu'on croit. Voilà. Je ne suis pas capable, si je ne fais rien, que je ne change pas ma posture, que je ne passe pas du côté manuel un peu plus, pour essayer de questionner des choses, aller chercher des opportunités, comprendre mes troubles, ceci, cela. Je ne suis pas capable d'élaborer les choses plus que ça, donc je reste potentiellement agi par un système de perception, de croyance, par mon mal-être du jour, potentiellement, ou quoi qu'est-ce. Ok? Ça va jusque-là? Donc, vous allez me dire, c'est bien tout ça, Arnaud, tu es bien sympathique, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça concrètement, hein? Alors, on va essayer de regarder effectivement. Donc, j'ai essayé encore une fois, hein, c'est un peu à la serpe, mais dans le temps imparti, de vous proposer quelques billes, entre guillemets, des choses qui puissent vous aider, vous amener ben voilà, sur des terrains qui pourraient être porteurs pour vous et intéressants pour les temps qui viennent. Donc, par exemple, je voudrais là vous faire travailler un petit peu. Si face à la situation actuelle, si vous étiez par exemple, imaginez que vous êtes, allez, je vais reprendre l'exemple de la boulangerie. Imaginez que vous êtes boulanger. Ça fait peut-être 2 ans que vous avez ouvert votre boulangerie à La Rochelle. Et le Covid-19 arrive. Les rues sont vides. C'est pas gagné. Les gens se baladent dans les rues ou pas, avec des microbes ou pas. Pour le commerce, c'est quand même pas terrible. Si vous étiez Albert Einstein à ce moment précis, comment est-ce que vous aborderiez les choses, votre vécu, votre vie de boulanger? Selon vous, voilà, si Albert Einstein était là et qu'il vivait ce qu'on vit là, comment, comment il agirait, comment il appréhenderait les choses? Alors, peut-être que vous n'avez pas de réponse forcément directe. Est-ce que la question est claire? Oui, tout est relatif, tout à fait, absolument.
Ok, exactement. Repenser toutes mes croyances sur la boulangerie, oui, bien sûr. Je mettrais de la pétillance, évidemment, dans un nouveau modèle de rapport avec mes clients. Mais ce modèle, je le réinventerai. Super, voilà, très bien, ok. Il me tirerait la langue, ouais. Excellent, ouais. Donc ça, ok. Super, merci pour vos réponses et vos partages. Si maintenant, par exemple, je reprends la même situation, imaginez, bon, pour varier un peu les plaisirs, imaginez que vous soyez Simone Veil. Pas la philosophe, hein, pas Simone Veil, mais Simone Veil, celle qui a été ministre, importante et tout. Comment vivriez-vous votre nouvelle situation de boulangère en 2020 avec le Covid-19 et le confinement? Oui, la résilience, oui. Oui, relativiser, elle a connu pire, oui, bien sûr. La ténacité, tout à fait, absolument. La pugnacité, la solidarité, oui, oui. Ok. Enfin, vous voyez qu'on en arrive, hein, euh, un peu sur des choses un petit peu différentes. Et si maintenant je vous demande, et si je vous dis, bah, imaginez que vous ayez 8 ans et vous êtes le fils ou la fille de ce même boulanger ou de cette même boulangère. Comment verriez-vous la situation? Comment réagiriez-vous pour améliorer les choses en gros? Mhm. Simplicité et gaieté, d'accord. D'accord. Je livre le pain pour me distraire, super. L'incompréhension, peut-être, ok, oui, c'est possible aussi. Chouette, on a eu du temps pour jouer, bien sûr, bien sûr. J'ai ma fille hier qui me disait, mais au fond, qui est au lycée, elle me disait, mais au fond, même après la fin du confinement, je passerais bien 2 jours par semaine à la maison, avec du travail, hein, mais à travailler autrement, en fait. Vous vous rendez compte, c'est fantastique. C'est-à-dire que ça ouvre d'autres opportunités. Ça dépend vraiment du regard qu'on pose effectivement sur les choses. Et donc, c'est vraiment à ça, en fait, que merci beaucoup pour vos partages et vos idées de vous être prêté à ce petit exercice. Je désignerai un drive avec des animaux, les animaux d'un zoo pour égayer les clients. Super, mais oui, exactement, le monde dans l'enfance, effectivement, d'aller, ouais, tout à fait là-dessus. Donc, vous voyez à quel point, en fait, selon le point de vue d'où on part, on n'aboutit pas du tout au même genre de solution. On n'est pas du tout sur le même niveau d'appréhension des choses, sur le même niveau de solution, sur le même niveau même d'inquiétude, enfin que sais-je, vous voyez. Donc tout ça, c'est vraiment question de regard, quoi. Et en fait, en réalité, moi, je vous invite à le faire, cet exercice qui est tout bête, quand vous êtes bloqué face à quelque chose hein, qui n'a rien à voir avec, a priori et spontanément, avec le sujet sérieux sur lequel vous êtes sur le moment, imaginez-vous, posez-vous, prenez 5 minutes, 2 inspirations, et vous dites, mais tiens, mais là, si j'étais, j'en sais rien, moi, Usain Bolt, qu'est-ce que je ferais là, tout de suite maintenant? Voilà. Et regardez ce qui sort. De toute façon, au pire, ça sera rien, mais mon expérience montre que c'est pas rien qui sort, c'est toujours quelque chose de différent, et quand on est en train d'apprendre à passer dans le mode manuel plutôt, à le privilégier pour prendre de la distance et élaborer les résultats, on enrichit en réalité les choses beaucoup plus en fait en procédant comme ça. Ouais, croire que tout est possible, effectivement, mais là aussi on revient au système de croyance. Si vous êtes sur un système de croyance qui vous laisse que vous êtes fondamentalement optimiste face à la vie, quoi qu'il arrive, magnifique, la vie vous appartient. Et quoi qu'il arrive, bah, voilà, vous rebondirez. Ok. Alors là, on approche de la fin, je vais vous proposer en fait 3 idées en fait un petit peu hein,
pour aller gentiment vers la fin de ce petit webinaire. L'idée numéro un, vous l'avez compris, dans cette situation, mon appréhension des choses, j'ai quand même 3 paramètres qui jouent vraiment fort. Mon état interne notamment. Donc, mon idée 1, c'est déjà d'apprendre, si ce n'est pas déjà le cas, à gérer cet état interne-là. Voilà. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Je suis à 4 sur 10, je suis à 8 sur 10. Si je suis à 4 sur 10, à combien j'aimerais être? Et qu'est-ce qui pourrait m'aider, typiquement, à franchir des grades un peu supérieurs pour aller plus vers le 10, en tout cas vers l'état qui est recherché. Voilà, ce qui va m'aider à, j'en sais rien, moi, appeler mon banquier pour lui dire, je suis désolé, ça fait 3 mois que je n'ai pas rentré d'argent, je ne vois pas comment je vais faire, ou autre chose, ou toutes les situations éventuellement compliquées qu'on peut avoir à vivre, mais finalement, c'est vraiment la façon dont on va les vivre et les aborder qui va conditionner le résultat qu'on va obtenir. Regardez dans votre état interne votre niveau de stress. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur les hormones qui sont générées, sur le fait que tout ce qui est lié au stress n'est fait que pour marcher sur une courte durée. Et on dit, l'OMS, il y a des études de l'OMS qui disent et qui prouvent que le stress, en fait, est vraiment le premier tueur dans le monde. Hein, parce que tout le monde est sous stress massivement, et que le stress, avec ce qu'il génère, n'est fait que pour durer que sur des courtes périodes, et que nous, c'est à longueur de mois, à longueur d'année, voire de décennies qu'on fonctionne sous stress, ce qui n'a aucun sens en termes de pérennité de nos organismes, de nos fonctionnements et de notre santé, bien sûr. Intéressez-vous à savoir, face à quelque chose, quand vous réagissez, voire vous surréagissez, ou au contraire quand vous êtes plus dans la distance, regardez-vous, vous-même, observez-vous. Est-ce que je suis plutôt en mode automatique ou en mode manuel? Est-ce que je suis plus dans la nuance? Est-ce que je suis plus dans le frontal et dans le un peu instinctif? Qu'est-ce qui se passe en moi? Au moment où ça se passe, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? D'être plutôt en mode manuel ou plutôt en mode automatique? Parce qu'aussi, quand vous êtes voilà, vous avez besoin de dérouler quelque chose, c'est aussi important d'avoir le mode automatique et pas forcément être en train de vous poser 12 000 questions à la seconde. C'est pas forcément adapté. Pas forcément. Donc voilà. Évaluez quel est l'outil et considérez-vous comme un outil, quoi. Savoir quel est le plus intéressant au moment que vous traversez. Donc ça, voilà, j'en reviens à ça pour approfondir. C'est vraiment ça de travailler, en fait, votre aptitude à changer de mode mental, hein, comme je vous l'ai montré de manière un peu brève. Mais encore une fois, c'est des choses, on pourra y revenir s'il y a des demandes là-dessus, si vous le souhaitez. Typiquement, tout ce qui va être changement de posture face à une situation va vous aider à changer de mode mental. Tout ce qui va être développement de la curiosité, voilà, d'aller chercher des informations diverses, variées, différentes, vous voyez tout ça. Si je fais référence à la courbe du deuil, hein, tout à l'heure, là, ce qui commence à vraiment inverser la courbe, c'est quand je rentre dans la phase d'acceptation. Tant que je plonge, tant que je n'ai pas passé en fait l'acceptation. Parce que je suis toujours dans une énergie qui est contre. Je m'oppose à. Tant que je m'oppose à, je ne peux pas avancer. C'est pas possible. Psychologiquement, c'est impossible. Ce qui va vous aider également, ça va être de nuancer les choses, d'aller plus, voilà, être capable, développer votre capacité à nuancer les choses, à relativiser. Le fait de changer de point de vue, de devenir pour 5 minutes Albert Einstein, peut vous aider, ou n'importe qui d'autre qui vous parle à vous, quoi. Et puis de favoriser en fait votre opinion personnelle, ça c'est également quelque chose qui va vous aider, vous, et effectivement à débrayer un peu l'automatique pour passer plus en mode mental, pardon, en mode manuel. J'ai mis mode, non, oui, voilà, en mode manuel, pardon, je bafouille. Bon. Ma troisième idée, on est d'accord jusque-là? Ça va? Ces deux idées-là, c'est OK pour vous? OK, super. Et globalement, je pense que vous l'avez compris, mais c'est vraiment, pour moi, c'est typique. Moi, ce que j'ai eu l'occasion d'acquérir comme outil, et je pense que j'avais des prédispositions pour ça, peu importe d'ailleurs. Ce qui est extrêmement important, voire complètement déterminant en réalité, c'est notre capacité à enrichir notre point de vue. Quelqu'un m'avait dit il y a des années ça en Bretagne, et enfin, sous le ton de la blague, parce que ça avait généré justement une incompréhension suivie juste d'une grosse engueulade, qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Et la personne à qui, l'ami qui me racontait ça me disait qu'il avait sorti cette phrase, a été vexé parce qu'il s'est senti traité de cloche.
mais qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Ben voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, si vous voulez élaborer un peu les choses, et notamment particulièrement aujourd'hui, on voit bien que face à cette situation inédite, moi je le ressens personnellement fort, c'est que ça nous met chacun, dans notre subjectivité, face à cette réalité complètement impensable il y a ne serait-ce que 6 mois. Voilà. Et que ça nous prend là où on en est par rapport à tout ça, notre capacité à questionner les choses, à rebondir, à voir les opportunités, à voir les choses de façon négative. Bon, super. Donc il faut effectivement travailler et développer, c'est urgent et nécessaire, notre façon de regarder les choses, la vie, notre travail, la façon, peut-être si vous étiez en phase de lancement d'une entreprise, de vous dire mais j'avais tout conçu comme ça, sur ces hypothèses-là, qu'est-ce que finalement ça va venir changer là maintenant, voilà. Et puis c'est aussi changer ce que je regarde. Si vous êtes sur les chaînes d'infos à longueur de journée avec toutes ces informations hyper anxiogènes où tout le monde est en mode village gaulois à se mettre sur la figure avec des discussions stériles, c'est sûr que vous n'allez pas générer le même état d'être interne qui va tout conditionner derrière que si, allez, je vais faire mon caricatural, mais si vous regardez, je sais pas, des documentaires animaliers ou j'en sais rien, une rediffusion d'une pièce de théâtre que vous avez ratée il y a quelques mois, vous ne générerez pas la même chose. Donc, changez ce que vous regardez aussi. Et pour approfondir cette troisième idée, c'est moi ce qui me semble aussi important dans les temps qu'on vit là, c'est qu'on soit chacun capable de définir votre ADN à vous, à nous-mêmes en fait en réalité. Moi, vous voyez, moi, ça me fait rigoler parce qu'en 2016, j'ai posé, parce que mon chemin de vie est traversé par le thème du changement et que quelque part, c'est mon fil rouge à moi. J'ai créé un truc qui s'appelle l'atelier du changement. Dans une situation comme aujourd'hui, je ne peux pas être plus servi par la vie que ça. C'est-à-dire que forcément, c'est mon ADN à moi, c'est le changement, mais pas le changement vécu, le changement accepté, presque cultivé, en tout cas magnifié, entre guillemets, en tout cas je m'y emploie. Et j'accompagne les gens pour ça, pour qu'ils puissent justement rebondir et être en résilience parfaite avec toutes sortes de changements, parce que pour moi, c'est le sens de la vie, que ce soit personnel ou professionnel d'ailleurs. Si vous êtes unique et que vous vous sentez unique en fait dans ce que vous vivez, est-ce que vous êtes capable de définir en quoi vous êtes unique? C'est super important. Moi, c'est pour ça que je fais du coaching de talent. C'est précisément d'aller avec, parfois avec la pelle et la pioche, parfois avec un petit pinceau d'archéologue, d'aller enlever les petites couches de sédiments pour faire émerger avec quelqu'un un talent qui était là depuis toujours, en fait, mais qu'on n'avait pas vu et à côté duquel on est toujours passé. Magnifique, mais peut-être qu'en fait, c'est le sens de votre vie pour les 10 années qui viennent. C'est dingue. Voilà. Si vous êtes passé à côté, c'est important de savoir le voir. Et si vous le savez et vous en avez conscience, est-ce que vous savez le dire? Est-ce que vous savez le faire valoir? Est-ce que dans le contexte actuel, justement, c'est pas l'opportunité pour vous pour mettre le focus et mettre le projecteur là-dessus? Peut-être. Ça vous parle? Ben voilà, Isabelle, tu vas devenir une star. Mais pourquoi pas? Vous savez, c'est toujours intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup aux biographies et à tout ce qui sort des périodes de crise comme ça. Je pense, alors, un exemple comme ça qui me vient, c'est pas forcément celui que je connais le mieux, mais c'est François-Xavier de Maison. Lui, il a vécu le 11 septembre 2001 à Manhattan. Il a vu, je crois, les tours s'effondrer, ou en tout cas, il était dans la finance, il bossait là-bas. Il a vu physiquement les choses s'effondrer. Et sauf que lui, toute la partie de carrière dans la finance qu'il vivait, parce que je pense qu'il traitait ses mécanismes de peur euh, et son besoin de réassurance personnelle, au fond, il avait laissé de côté tout ce qui était son rêve de gosse, qui était de monter sur scène. Et il a dit, ben, quand on voit un truc comme ça, de toute façon, on est obligé de vivre sa vie maintenant. Et donc, c'est à partir de ce moment, je crois, qu'il a décidé de monter sur scène et de dire, mais je vais vraiment faire ça, parce que tant qu'à mourir demain, de toute façon, au moins j'aurais fait ça. Voilà. Donc Isabelle, tu peux devenir une star. Voilà, alors pour dégonfler, pardon, et je vais en terminer presque là-dessus, pour dégonfler un sujet qui fâche, effectivement, euh, un peu à la forme d'un pied de nez, moi j'aime ce proverbe indien, mais fondamentalement je l'aime, quoi. Euh, Ce proverbe indien qui dit si c'est pas grave, pourquoi s'inquiéter? Et si c'est grave, pourquoi s'inquiéter? Voilà.
Moi, ça me parle. Ça me recale à chaque fois. Bon, si ça vous parle pas, je vous propose quand même, j'ai droit à deux autres cartouches et je vais vous proposer en tout cas une autre technique là. Il y en a une qui est un peu trop longue, j'aurai pas le temps de vous la montrer, c'est pas grave. En tout cas, une autre, celle-là, elle est intéressante effectivement à utiliser. Ça, c'est aussi un souvenir de mes périodes de gestion et de pilotage de projet en entreprise. Quand on fait une gestion de risque, ce qui est hyper important, et ça permet de se distancier par rapport à ça, c'est d'évaluer la situation. Donc effectivement, d'être plus dans ce mode, encore une fois, manuel, cortex préfrontal droit plutôt, là-dessus, de dire, bon, objectivement, est-ce qu'il y a mort d'homme ou pas? De quoi je parle? Et là, je vous invite en fait à positionner sur cette simple matrice, en fait, à croiser deux dimensions. L'impact potentiel de ce risque verticalement et sa probabilité dans l'autre sens. Alors, bon, vous savez comme ça, je vais faire le bon geste. En gros, positionnez là, faites une liste par rapport à ce que vous vivez de l'impact du Covid-19 dans votre vie, on va dire pour le professionnel. Faites une liste peut-être de 10 points majeurs. Et peut-être que là-dessus, vous pouvez juste en retenir que 3, en disant, voilà, ces 3-là sont importants. Et bien, positionnez-les, ceux-là, sur ce schéma-là. Je vous assure qu'en fait, déjà, vous allez vous restituer à vous-même une information importante, c'est votre niveau d'appréhension des choses. De combien ce truc-là est grave pour moi, ou de combien, au contraire, il n'est pas grave. Et vous pouvez être très surpris. Je peux vous assurer que quand on le fait, on est souvent très surpris. Alors pour commenter un petit peu l'exploitation du truc, mais c'est très simple, je pense que vous n'avez pas trop besoin de moi pour le comprendre. En bas à gauche du cadran, c'est avec un risque faible et puis une probabilité faible. Si vous avez des choses de ce côté-là, vous pouvez oublier direct. C'est-à-dire que là, c'est un non-sujet. D'accord? Si vous êtes avec un risque en haut à gauche, sur ce cadran, avec un risque fort, mais par contre une probabilité assez faible, vous pouvez travailler un plan de secours et vous dire que peut-être qu'effectivement ça va être la cata. Mais bon, c'est peu probable. Donc à vous d'évaluer les choses. En haut à droite, là par contre, c'est vraiment l'urgence, quoi. C'est-à-dire que là, si vous savez que la catastrophe est annoncée, catastrophe avec des guillemets, et que c'est à la fois l'impact va être fort et qu'il est très très probable, voire complètement avéré, là, il faut faire un truc. Il faut trouver des stratégies en fait, de contournement des choses. Et puis en bas à droite, pardon, probabilité forte, mais impact faible, je dirais que là, c'est le corps retranché avec les petits emmerdes, pardon, j'ai dit un gros mot, avec les petits ennuis du quotidien. Voilà, donc là, vous savez qu'en fait, la situation, elle va vous amener 12 nouveaux amis dans votre quotidien professionnel dont vous seriez bien passé, mais qui vont être là, voilà, pour quelques temps, c'est comme ça. C'est pas très grave, mais ils vont vous suivre. Et là, il va falloir faire un suivi un peu assidu, peut-être hebdomadaire des choses. Ok? Bon, j'en arrive, je sais plus, bah si, mais j'arrive à la fin, hein, quasiment. Bon, magnifique. Il est 11h58. Oh. Bon. Globalement, moi, je vous invite à prendre de la hauteur, quoi. Voilà, mais ça, vous vous en doutiez un petit peu, vous en doutiez. Parce qu'au fond, il n'y a vraiment que ça qui importe et qu'il n'y a que ça qui peut nous permettre, individuellement et collectivement, d'avancer, voilà, de sortir grandi de toute cette histoire. Et je pense sincèrement, de manière très optimiste, qu'effectivement, on va tous en sortir avec des choses positives, quoi. Je crois que c'est Stéphanie Bon, c'est ça, l'autre jour, j'ai regardé le webinaire qui était très très intéressant, effectivement, qui disait que si vous aviez en gros prévu et préparé un super chouette plan de lancement, ne le mettez pas à la poubelle et ne cherchez pas à le réadapter au contexte qui n'a plus rien à voir du tout. Rangez-le, c'est plus le temps pour ça. Voilà, occupez-vous d'aujourd'hui, voilà, avec les bonnes ressources mobilisées en vous-même et autour de vous. Bien. Eh bien, écoutez, avant de répondre à vos questions, moi j'en ai une qui est, ça m'intéresserait vite fait par risque ou gravité. Oui, pardon, oui, il y avait cette question-là, risque ou gravité. Oui, moi c'est la même chose, pour moi c'est la même idée. C'est-à-dire que quand quelque chose est très risqué, en gros il va y avoir beaucoup d'impact. L'idée c'est que
Voilà, si j'arrive à 120 km/h sur la mauvaise file en voiture face à un 30 tonnes en face de moi, pour moi, risque et gravité, c'est la même chose. Si je me le tape frontalement, ça ne va pas le faire du tout pour moi. Donc voilà, donc avant de répondre à vos questions, est-ce que vous voulez bien juste répondre par le chat, si vous voulez bien, hein, sans trop réfléchir, de manière un peu mitraillette comme ça. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce qui vient d'être dit et proposé dans un mode un peu descendant? Je suis désolé, c'est pas très interactif, mais bon, faute de mieux, on fait comme ça. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça, de cette petite heure qui vient de s'écouler? Ouais, vivre, absolument. Ok, compréhension de nos comportements, d'accord. Prendre du recul, oui. Inventer un nouveau monde, c'est clair. Et justement, c'est intéressant cette thématique-là, inventer un nouveau monde dès à présent, mais je pense que vous m'avez pas attendu pour le faire. Pensez à ce que vous voulez voir pour vous. Faites le casting des 10 trucs que vous voulez voir maintenant dans le monde, avec le top 10, enfin avec le top 3 du podium, quoi. Ralentir, réfléchir, changer de regard, oui. On va tous mûrir, mais ça c'est clair qu'on va tous mûrir, ça c'est sûr. Moi je dis en rigolant depuis que ça a commencé, alors j'ai la chance de n'avoir personne touché par cette triste maladie, mais régulièrement je passe dans la maison pour faire rire tout le monde en disant on va tous mourir. Mais c'est pour dédramatiser, mais j'aime bien cette réponse qui on va tous mûrir. Oui, j'y avais pas pensé. C'est très beau. Merci. Vraiment tous. Bah, de toute façon, on va tous, un jour ou l'autre, quitter cette terre. Mais ouais, on a le choix de notre avenir. Ouais, ouais, ouais. Oui, je pense que justement, en termes de distanciation, moi, je vous invite aussi, bien sûr, mais encore une fois, je pense que j'enfonce une porte ouverte. Pratiquer l'humour, c'est une des plus belles distanciations qui soit, quoi. Faut prendre du recul par rapport à la situation actuelle, se rendre compte de la chance qu'on a, ouais, d'être en bonne santé avec un toit, de la nourriture, exactement. Et que tout le monde n'est pas dans ce cas-là, c'est vrai. Demain sera différent. Et pas forcément moins bien, je suis assez d'accord, ouais, tout à fait. Ouais, 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 on a de notre vivant l'opportunité de voir de nos propres yeux ce qu'on imaginait complètement impensable. C'est fantastique en termes d'opportunité de grandir en sagesse pour l'homme avec un grand H. C'est pas mal. On va s'employer à en faire quelque chose de positif. Ouais, ça nous sort de l'individualisme, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Ok, super. Mais de toute façon, si on revient aux besoins, ça pourrait faire, ça c'est encore un tout autre sujet, mais sur les besoins essentiels dans la vie, alors on connaît tous la pyramide de Maslow, mais il y a d'autres travaux qui sont un peu plus élaborés que ça. Mais on a tous besoin à la fois d'être individualisé, mais on a tous besoin également d'appartenir, en fait. Et pour le coup, ça nous génère effectivement des hormones au niveau cérébral qui sont extrêmement intéressantes et qui sont très porteuses. Regardez ouais, les élans de solidarité, regardez ce qui s'est passé. Alors je laisse de côté le cynisme financier autour de cette triste histoire, mais les mois qu'a causé l'incendie de Notre-Dame il y a tout juste un an, hein, c'est étonnant quand même de voir à quel point ça a été fédérateur, à quel point on a pu ressentir tous en nous-mêmes, je pense, quelque chose d'assez étrange, au sens différent de ce qu'on avait l'habitude de croire. Bon, enfin, j'en arrête là. Est-ce que vous avez des questions un peu plus précises sur des points que j'ai pu évoquer, peut-être un peu vite ou autre, ou, enfin, peut-être d'autres sujets qui, sous une forme ou une autre, pourraient vous intéresser pour approfondir tel ou tel point, que ce soit, enfin, on peut là aussi ouvrir d'autres espaces comment dire, d'échange et de dialogue. La vie nous appartient, c'est ça qui est chouette, donc on peut effectivement envisager d'autres possibles ensemble. Eh bien, merci beaucoup Arnaud. Je pense qu'on a tous été happés par tes paroles et c'est vrai que ça va nous donner
pas mal d'axes de travail, enfin de réflexion plus exactement, pour nous accompagner dans la reprise notamment, puisque il y a demain la reprise qu'il faut préparer. Merci à tous une nouvelle fois d'avoir été présents et surtout d'avoir interagi avec Arnaud. Je pense que c'est important pour nos experts mobilisés dans le cadre de ces webinaires, d'avoir un peu de retour par rapport à ce qu'ils peuvent nous donner en ces périodes. Donc, tout le programme des autres webinaires est bien sûr en ligne dès maintenant, donc vous pouvez le regarder et vous inscrire. Merci à nouveau, Arnaud. Voilà, moi j'ai été passionnée pendant ce webinaire. J'ai eu l'impression que je m'ouvrais d'autres horizons. Voilà. Ouais. Super, magnifique. Voilà, j'allais dire, c'est ma vocation. Donc, super. Si j'ai atteint ça, c'est chouette. Merci à vous tous pour votre participation et merci encore au Technopole pour sa confiance et pour l'ouverture de ce chouette espace. C'est super. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt tout le monde. À bientôt. Et à demain dès 11h. Eh oui. Merci.